Bonjour à tous et bienvenue dans Mark & Strat. Vous le savez, chaque semaine, je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité, des annonceurs qui viennent nous parler de leurs dernières campagnes, de leurs dernières activations, des défis aussi qu'ils affrontent chaque jour et de leurs enjeux stratégiques du moment. Alors au programme, cette semaine, restons créatifs, bouleversement technologique, évolution des supports, changement des marques, manque de talent. Les défis de la création publicitaire sont nombreux et on aura l'analyse sur ce plateau de Benjamin Marchal et Faustin Claverie, le duo star de la créa chez TBWA Paris. Un prix pour les agences médias, 11e édition dans quelques jours du prix Agence Média de l'année. Il récompense les meilleures initiatives dans ce secteur en pleine ébullition. Un prix dont Bismart est partenaire cette année. On vous dit tout dans l'émission. C'est Mark & Strat et c'est l'épisode 17. Et dans À la Une aujourd'hui, un duo de directeurs de création, puisque j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Marchal et Faustin Claverie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes co-directeur de création chez TBWA Paris et on parle avec vous des défis de la création qui sont assez nombreux. On n'aura peut-être pas le temps de parler de tout, mais d'abord, moi, je voudrais savoir comment est-ce que chacun d'entre vous définit le métier de créatif aujourd'hui. Faustin, c'est quoi être créatif aujourd'hui en 2024 ? Ça a beaucoup changé. La base reste la même. On parle de créatif publicitaire, évidemment, donc c'est assez précis. Quand on a commencé ce métier, nous, on faisait des films, des prints, des radios. On ne se posait pas de questions sur les formats, finalement. On avait des expertises, on devait être excellent dans 3-4 domaines particuliers. On a été formés pour ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça change tout le temps, ça évolue, on doit s'adapter, on doit être flexible. On a des nouveaux médias, des nouvelles technologies qui font que créatif, ça s'exprime de manière vraiment différente. La base reste la même, il faut quand même des idées, il faut quand même un concept. Mais il faut savoir évoluer, il faut savoir épouser la modernité et pouvoir dénicher la créativité un petit peu dans tous les recoins. Il y a 1 milliard de vidéos qui sont visionnées par jour dans le monde, donc c'est devenu fou. La créativité aujourd'hui, c'est créer de l'émergence à travers une valeur émotionnelle. Je pense que ça revient finalement à l'impact, le buzz, tous ces mots qui sont utilisés. Le fond de casserole reste le même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va créer de différenciant dans un moment qui est cacophonique, puisqu'il y a trop de vidéos qui sont constamment uploadées, visionnées. Donc la créativité permet ça. Et je pense que dans ce sens-là, le métier n'a pas changé, puisque c'est la création, finalement, l'impact et la création de quelque chose de différenciant par rapport à une marque et par rapport à un marché, par rapport à la consommation et par rapport au comportement de la société qui permet cela. Donc dans ce sens-là, dans le fond, on n'a pas changé notre manière de voir les choses. On doit l'amplifier, on doit prendre et embrasser les codes d'aujourd'hui. Donc effectivement, dans le digital, par exemple, on doit être impactant tout de suite dans les 4 premières secondes, ce qui nécessite de repenser par moment le storytelling de nos idées. Mais dans le fond, ça reste la même chose. Le fait d'être à deux, de faire appel en gros à l'intelligence collective, si je peux dire ça comme ça, c'est une force pour émerger dans un marché qui est effectivement submergé par des milliards de vidéos où chacun finalement peut être créateur de contenu. Oui, moi je pense le duo. On parlait du duo, tout à fait. Le duo, de toute façon, c'est soit ultra constructif, soit ultra destructeur. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça ne fonctionne que comme ça. C'est comme un groupe de musique. Vous branchez les instruments et ça sonne mieux quand on est à deux que quand on est seul. Et ça, pour ça, c'est une alchimie qui est très particulière et tous les duos fonctionnent comme ça. Donc nous, en tout cas, ça nous permet, tous les deux dans nos manières de fonctionner, d'éclairer nos pensées, de pouvoir s'auto-challenger et d'avoir un répondant direct sur le pourquoi. Est-ce qu'on le fait bien ? Est-ce qu'on le fait bien par rapport à la cible ? Enfin, toutes ces questions qu'on se pose dans le quotidien, on a un écho permanent. Donc ça, c'est l'idéal pour travailler. On gagne du temps, finalement. En fait, on a moins de doutes, on partage les choses ensemble, ça va plus vite, on peut se séparer quand il faut. C'est assez désorganisé. Enfin, c'est pas... C'est organique. Peut-être comme cette interview, je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, notre façon de travailler, c'est assez organique. On ne se répartit pas forcément les sujets. C'est en fonction de l'emploi du temps. Il y en a un qui prend le lead et parfois il n'y en a pas. Enfin, mais bon, ça roule comme ça. Mais c'est marrant parce qu'on a toujours cette image de directeur de la créa avec un gros ego, des choses peut-être un peu compliquées, un peu caractérielles. Et ce n'est pas l'image que vous renvoyez en fonctionnant de cette façon. On n'espère pas, en tout cas. Honnêtement, l'ego, c'est difficile de parler de ça, mais nous, on essaie de le mettre dans le produit fini. C'est-à-dire que c'est là où
Ça reste en famille. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on n'existe quasiment pas. On intervient très très peu. Oui, c'est difficile d'ailleurs de trouver des trucs sur vous, en fait. Parce que, voilà, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont des choses intéressantes à raconter. Merci de nous avoir conviés aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pour pas grand-chose. Nous, en tout cas, on estime qu'on doit rester à notre place. On est des créatifs, on travaille pour des marques. Et on essaie de faire au mieux, en toute humilité, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Oui, notre façon de travailler fait qu'on est dans notre bureau, on travaille avec les créatifs. Ce qui nous anime, c'est d'amener au bout des idées les meilleures possibles. C'est tout. Après, on peut en parler, on aime bien ça aussi, pourquoi pas, mais ce qui nous anime, c'est ça, c'est assez simple finalement. Donc on le fait à deux, on est content de le faire comme ça. Et je pense qu'il y a peut-être moins aussi l'époque fait qu'il y a peut-être moins aussi de grandes gueules et de gens comme ça. C'est peut-être pas que dans la pub d'ailleurs. Enfin, tous les monstres, on a eu des monstres sacrés de la publicité, des mecs avec des fortes personnalités qui faisaient autant rire, amuser les gens. Enfin, c'était des gens brillants, mais ils pouvaient aussi peut-être parfois briser des gens, je sais pas. Je ne comparerai pas des publicitaires avec Gérard Depardieu, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a la place encore pour ces gens-là? Peut-être moins, il y a peut-être plus de gens un peu plus humbles et qui ramènent moins, je ne sais pas. Vous parliez du changement de vos métiers et effectivement, sous-jacent, il y a la technologie quand même. Et il y a 5 ans, Benjamin, quand je vous avais interviewé avec mon ami Frédéric Roy, vous m'aviez dit la technologie nous pousse à être meilleurs. Au moment où on parle d'IA à toutes les sauces, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, je pense que évidemment, là, l'IA est au centre de tous les débats. C'est une bonne question. Pour y répondre directement, je dirais plus que aujourd'hui, la technologie nous permet de répandre la création beaucoup plus largement. C'est-à-dire que c'est plus un canal de diffusion exponentiel qu'un véritable applicatif dans nos métiers, si je puis dire. C'est-à-dire que finalement, c'est Einstein qui disait que la créativité, voilà, c'est fantastique, il faut la partager. Déjà, il parlait de viralité à l'époque. Et c'est vrai que la technologie nous permet ça aujourd'hui véritablement. C'est là où j'y vois du positif, si je pourrais répondre à la partie positive. Sur la partie des IA, c'est un grand débat qui est complexe. Si on veut rentrer un peu techniquement dans les IA et sur la création, c'est qu'à la fois, c'est un outil qui nous permet de pouvoir matérialiser ce que l'on a en tête, mais qui ferme le champ des possibles par moment derrière. C'est-à-dire ? Par exemple, vous fabriquez des images pour une idée, j'en sais rien, on va fabriquer un panda cow-boy, là. On a l'idée avec un panda Très cow-boy. bien. Au hasard. On va mettre nos prompts, on va fabriquer notre panda cow-boy, on va choisir notre type de cow-boy, les fringues, les lumières, etc. Ça va faire une image fantastique qui va être hypnotisante, complètement hypnotisante, qu'on va vendre aux clients. Mais derrière, ça vous a ancré dans un style précis qui n'a pu laisser la place à l'interprétation, peut-être demain, de réalisateurs, de photographes, d'artistes qui l'auraient interprété différemment. Et vous êtes un petit peu par moment, du coup, avec des œillères créatives, alors qu'avant, finalement, le crowbar et le petit crowbar permettaient d'ouvrir le champ des possibles. Donc, c'est là où la technologie, en tout cas pour la création, concernant l'IA, est à la fois force de proposition et permet de la vendre facilement, et en même temps, je pense, nous ferme par moment une ouverture d'esprit sur la créativité derrière, sur la réalisation. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ça. Mais... Nous, aujourd'hui, en tout cas, l'IA, on voit que ça a clairement changé notre façon de travailler en quelques mois. Ça va très vite. Après, aujourd'hui, ça ne sert qu'en phase de préparation, de recherche. On ne produit rien avec de l'IA. De toute façon, on n'a pas vraiment le droit. Tant mieux. Il y a des problèmes juridiques pour le moment, et puis ça ne nous intéresse pas trop. Pourvu que ça reste comme ça, je ne pense pas que ça reste comme ça, malheureusement, mais aujourd'hui, on préfère que ce soit une aide à la création et pour présenter du matériel à des clients ou travailler peut-être plus vite. Mais en aucun cas, on voudrait que ça remplace des réalisateurs, des illustrateurs, des photographes ou des rédacteurs. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu effrayant. Donc, pour le moment, c'est une aide pour, on espère, mieux travailler, mais pas toujours. C'est une aide, mais une fois de plus, ça vous met dans des rails. Donc, ça peut être très bien, mais ça peut par moments être trop enfermant. C'est là où je nuance cette phase. Dans la manière de travailler, on s'en rend compte, parce qu'on évolue constamment avec ça. Par moment, nous-mêmes, on dit mais l'image était très bien, pourquoi on ne reproduirait pas ça? On ne laisse plus la chance à autre chose. Et c'est le autre chose souvent qui nous amène plus loin. Parce que mine de rien, comme Netflix à l'époque a remis du 4K, du 8K, du 20K, a créé une image, un nouveau étalon de direction artistique au niveau de la cinématographie, les IA sont en train de le faire à leur manière et du coup tout va s'uniformiser finalement. Même si on peut dans les prompts donner une couleur différente, il y a quand même une patine, il y a quand même une patte aujourd'hui, on voit que c'est de l'IA, c'est évident, c'est pas de la photo, ça se voit tout de suite, on le repère, nous, tout de suite. Le créatif de demain, il devrait avoir un profil plus techno ou pas, Faustin? C'est une question qu'on se pose souvent parce que quand on voit les palmarès, par exemple à Cannes, il y a de plus en plus d'idées techno.
Et c'est toujours bluffant, c'est vrai que c'est nouveau, ça prend des prix. Et puis bon, quand on regarde un peu la composition des agences, de notre agence, on n'est pas des techniciens, enfin on n'est pas des ingénieurs, on est des créatifs. Donc on se demande toujours comment ces gens travaillent en fait pour avoir des idées pareilles. C'est souvent du bluff. Ouais. C'est-à-dire quand on voit par exemple un projet qui a pris plein de grands prix, c'était Pinatex. Et c'était ils ont prétendu qu'ils avaient inventé finalement, ils recyclaient des peaux d'ananas pour faire du cuir végétal. En fait, cette technologie, ce truc, elle existe depuis plus de 6 ans. Ce sont juste des gens, ils ont vu le truc, ils ont mis un logo, ils ont mis un nom et ils sont appropriés le truc. Donc, Nike Fuel aussi, à l'époque, le bracelet connecté, qui était un grand prix. C'est Nike qui a développé évidemment la technologie et le bracelet connecté, ça a plus de 10 ans, je pense, à peu près. Il y a une agence que je ne citerai pas, mais j'en ai déjà fait la moitié, qui en a fait un case et qui a pris un grand prix derrière, qui laisse sous-entendre qu'elle a créé ce produit. Évidemment, c'est entièrement faux. C'est ça où la technologie aujourd'hui, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais ce n'est qu'un canal de diffusion et l'applicatif dans nos métiers, il est très peu prégnant finalement, puisque c'est trop lourd, trop compliqué. Et c'est par contre chez l'annonceur, chez les marques qui développent des nouveaux outils qui leur permettent de créer des nouveaux produits. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le vit. Nous, au quotidien, on n'est pas impacté par ça. En fait, je pense que les projets un peu techno qu'on voit, souvent, ce sont l'agence fait le case, présente l'idée. Et après, il y a l'ambiguïté quand on inscrit dans les festivals pour dire d'où vient l'idée. On ne sait pas finalement, puis peut-être qu'on s'en fout. C'est une idée d'un client. Mais je vois, quand on a fait la poubelle connectée il y a 6 ans, pour la SNCF, il y a un problème. Oui. Personne jette ses papiers à la poubelle. En France, on est latin, on est un pays un peu sale. C'est comme ça, c'est culturel. On a plein de qualités, mais ça, c'est pas une qualité. Donc, on a créé une poubelle connectée qui vient au consommateur, pour que le déchet vienne à lui. C'est basique. On a mis 2 ans et demi pour créer une poubelle et demie qui marchait à moitié, pas bien. Il a fallu des mois de tests, etc. C'est extrêmement complexe quand on met de la technologie dans la création, et on a un métier de temps court. Et dans une société qui est encore plus dans le temps très court, qui est le temps réel. Donc je pense qu'on en parle beaucoup, mais aujourd'hui dans le quotidien, c'est très compliqué à faire. Il y a très peu d'agences qui le font véritablement. C'est une démarche à long terme, quoi. Voilà. Donc c'est une vision. Ça arrive, ça existe, il y en a, je pense, mais c'est vraiment pas notre quotidien. C'est rare. Il y a quand même des récits qui ont changé, je trouve, dans la création. On parle de moins en moins de produits, on parle de plus en plus de valeurs. Vous-même, vous avez signé une campagne pour Air France où on voit la Tour Eiffel, une très jolie robe rouge, mais pas d'avion. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que c'est plus compliqué d'avoir des choses plus abstraites, finalement, à vendre, entre guillemets ? Pour Air France, c'était pas un choix. Ça, c'était les hasards de la création, de se dire on va faire un film élégant. C'est une métaphore de l'envol. Une métaphore, oui, il n'y a pas de. Donc. Mais par contre, oui, il y a une vraie tendance. Après, je te laisserai parler. Moi, j'ai une anecdote. J'étais juré au Grand Prix Strat l'année dernière, et on s'est félicité du renouveau de la catégorie voiture. Il y avait plein de projets qui étaient sélectionnés, qui étaient shortlistés en voiture. Et en fait, quand on regarde bien le palmarès, il n'y a quasiment aucune pub de bagnole. C'est un truc pour une voiture fabriquée en collaboration avec les pompiers, pour la sécurité, c'est des bornes électriques installées qu'on partage, c'est même des campagnes de marque employeur, mais il n'y avait pas une pub comme celle qu'on voit vraiment à la télé tous les jours avec des voitures. Donc, je pense que la demande des clients, c'est toujours la même, ils veulent vendre des burgers, des voitures, mais par contre, il y a des sujets de plus en plus sociétaux qui arrivent, et c'est plus vrai dans les festivals que dans qu'à la télé pour le moment. Parce que ça, c'est un travers. C'est une tendance qui se... c'est vrai que quand on regarde Cannes, on voit le palmarès, on se dit, OK, c'est encore telle cause qui gagne, et il y a moins de pubs produits quand même. Ça, c'est exactement... Ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que les publicitaires n'assument plus leur métier. Donc, ils se sont inventés une espèce de chevalier blanc de la consommation et vont vouloir changer les comportements. Parce qu'on leur a tapé dessus aussi. Oui, mais je pense aussi que certainement tous les jours, parce que pour tous les débats qu'on connaît sur la consommation, mais à un moment donné, vous savez quoi, nous on se lève le matin, on est très bien dans nos bottes, on assume complètement ce qu'on fait, on pense que les gens ils ont leur libre arbitre et qu'ils peuvent décider ou pas de consommer. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même ambigus et qui du coup empruntent un chemin qui est qu'un faux chemin. On doit vendre des produits à des gens, on doit les intéresser, on doit créer de la valeur et un point de vue sur les marques. Ça s'arrête là. Si par moment, il faut aller chercher une valeur forte, parce que demain, on doit travailler sur Patagonia, ils ne font pas de pub, ils n'en ont pas besoin, ils ont bien raison, ils sont 100% écolo, mais c'est ce qu'on aurait fait, on aurait pris cette valeur-là
on l'aurait travaillé par le haut sans parler des produits, c'est évident, mais toutes les marques n'ont pas des valeurs fortes à défendre. Ça serait, quand on voit où c'est fabriqué par moment, je ne vais pas rentrer dans tous ces débats-là, c'est très complexe. Donc je pense que tout ça, c'est en train de tuer notre métier et la partie créative de notre métier, parce qu'on n'assume plus qu'il faut vendre un hamburger, on n'assume plus qu'il faut vendre une voiture, une paire de chaussures et que sais-je. Il faut revenir au basique et parfois aller chercher la valeur haute, mais arrêtons de toujours vouloir pousser. Et nous-mêmes, on participe à ça, parce que si vous voulez gagner, vous êtes Non, mais c'est le brief du client aussi, peut-être. Je sais pas. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est ça le problème. Il y a une espèce de mascarade sur ces festivals. Il y a peut-être quelques clients qui sont intéressés par ça, qui poussent dans cette direction, mais souvent, les clients n'ont pas tellement changé. Enfin, ils ont changé, mais ils ne poussent pas forcément là-dedans. C'est vraiment une volonté quand même des publicitaires de se dire... une façon de gagner des prix aujourd'hui, c'est un peu de sauver le monde ou de faire croire qu'on le fait. Et on est les premiers à participer aussi. Et par moments, oui. On dit que c'est con. Ouais, je le dis trop souvent, mais il faudrait qu'on arrête. Mérite d'être honnête. Vous parliez tout à l'heure, Faustin, de la multiplication des canaux. C'est vrai, quand vous avez commencé le métier, il y avait moins de canaux de diffusion. Comment on fait aujourd'hui pour être pertinent sur tous les canaux ? On ne peut pas raconter la même chose. Je pense à votre film... Aldi avec Cendrillon qui fait, je sais pas, 2 minutes 14 ou quelque chose comme ça. Comment on raconte la même chose sur un TikTok, un Thread, un Twitter, un YouTube Shorts ? C'est pas possible. Ce qui était intéressant, c'est marrant avec cet exemple-là, c'est que justement, on l'a fait, mais pas du tout en utilisant le film. On avait gardé les deux personnages et en fait, on a recréé leur histoire en utilisant tous ces réseaux sociaux. Donc, par exemple, on pouvait retrouver la fameuse chaussure de Cendrillon. Elle était en vente sur Le Bon Coin ou sur Vinted, je ne sais plus. Ils pouvaient les deux se rencontrer sur Tinder. Enfin, on a recréé un peu leur histoire à travers les moyens de communication, de rencontres, de vente d'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux. Donc là, pour le coup, on a fait l'exercice un peu de manière idéale, si je puis dire. Mais, Parce que de toute façon, ça, c'est l'ancien modèle. L'ancien modèle, c'était de prendre la télé et de faire un cut down et de mettre ça un peu partout. Et en fait, vous étalez, vous faites ce qu'on appelle un effet papier peint. Donc ça ennuie tout le monde. Ça n'est pas dans l'usage, ça n'est pas dans la mode de consommation, c'est complètement à côté. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est l'idée globale, ce qu'on appelle la fameuse, que tout est en anglais chez nous, c'est insupportable, c'est comme ça, la fameuse big idea. Et donc quand vous avez une grosse idée, une grande idée, naturellement, vous trouvez des formes différentes dans la même idée pour l'exploiter en fonction des usages. Et c'est là où on fait bien notre métier aujourd'hui, sinon on n'est plus dans l'époque. Oui, l'idéal, c'était toujours le plus créatif possible dans chaque média possible. Mais voilà, après, en fonction de l'usage. Après, parfois, c'est la pub qui est le mieux, la télé qui est mieux, et puis parfois, c'est moins bien sur un réseau social, mais ça dépend. Parfois, tout est possible. Vos métiers et ces créations sur tous ces supports, est-ce qu'ils sont aujourd'hui suffisamment valorisés ? J'ai vu que dans les chantiers de la ACC, il y avait redonné de la création de valeur et de la valeur de création. Aujourd'hui, c'est pas suffisamment reconnu, ce travail-là ? Je pense que ça l'est pas assez. Je pense que ça, c'est pour avoir été au club des directeurs artistiques pendant plus de 9 ans, vice-président il y a encore 1 an et demi. Ça, c'est exactement le combat du club des directeurs artistiques, c'est de valoriser la filière globale artistique et tous les métiers liés aux arts appliqués, si je puis dire, mais dans une démarche commerciale. Donc, un motion designer, c'est un talent, il anime. Alors, on voit, il y a des animations derrière avec Marc Estrat, etc. Voilà, il y a du travail typographique, etc. Ça, c'est un talent, c'est pas assez valorisé dans nos métiers aujourd'hui, même chez les clients. Il y en a plein de métiers comme ça. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'il y a plein de formes aujourd'hui qu'il faut remettre devant et valoriser. Et c'est vrai que nous, on a un challenge. On est dans une agence intégrée, donc on n'est plus que publicitaire. Donc et un peu notre défi quotidien et notre but un petit peu, c'est de l'amener à la création. Alors, elle n'aura pas toujours la même forme, mais un peu dans tous les domaines d'expertise de l'agence. Donc, évidemment qu'on ne parle pas forcément de Lyon à Cannes, de choses comme ça, mais il faut que dans le retail, dans le digital marketing, c'est quoi la création ? C'est quoi être créatif dans ce domaine-là ? C'est quoi faire innover ? C'est comment se démarquer ? Comment faire quelque chose qui n'a jamais été vu ? C'est un chantier, quoi. Il faut qu'on le trouve. C'est pas forcément les mêmes critères exactement que les nôtres, mais comment on émerge, c'est toujours pareil, comment on émerge peut-être dans ce brouhaha, de manière technologique, de manière innovante, pas forcément avec une idée publicitaire, mais la création évolue, quoi, en fait. Donc les métiers évoluent, donc il faut les valoriser. Il y a un autre défi qui va de pair avec la valorisation, pour le coup, pas que financière, c'est l'attractivité de vos métiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vos métiers sont encore attractifs ? J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. Et en même temps, j'ai un peu de mal à me l'expliquer. Je crois que c'est, en tout cas pour commencer, on travaille dans des entreprises quand même. Et je pense que d'une manière générale, le monde de l'entreprise est plus très attractif pour la jeune génération. Donc je ne pense pas que ça touche que la publicité. Mais aujourd'hui,
pour le moment, si on veut faire de la pub, être créatif et faire de la bonne pub, il faut être dans une agence quand même à Capignon-sur-Rue, donc c'est une autre entreprise. Donc j'ai l'impression que ça intéresse moins les jeunes. Le métier est plus difficile, c'est vrai qu'il y a moins de perspectives, c'est plus compliqué de gravir les échelons, de progresser. Les jeunes sont un peu perdus aussi parce que c'est des parcours moins droits. Il y a pas quand on est créatif, il n'y a pas d'évolution un peu. Enfin, on parle de la création, non pas forcément des commerciaux ou des autres métiers, mais il n'y a pas une ligne toute droite qui amène chaque année on franchit, on a un nouveau poste, et on est promu et on grimpe les échelons. La pub, c'est en fonction, on fait une pub, on cartonne, on fait un truc bien, on est appelé et on progresse comme ça. C'est plus difficile aujourd'hui. Je ne sais pas si les jeunes voient cet aspect-là quand ils démarrent. Je pense que tu vois la ligne, la trajectoire. Quand on a démarré, on ne savait pas, on faisait des trucs. On avait des exemples de gens qui peut-être qu'une partie, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'en plus on a accès à tout, donc on peut se renseigner sur n'importe qui et voir son parcours. C'est vrai que c'était pas le cas à notre époque. Mais je pense que surtout, ça je suis d'accord avec toi, ça en fait partie, c'est évident. En plus, la publicité, c'est quand même le royaume du mal. Si on reprend, je ne sais plus, les 4 métiers les plus détestés en France, je crois que le mien doit pas être loin. Ouais, la pornographie était même associée pas loin dans les 4 premiers, alors que tout le monde la consomme, je ne sais plus combien d'heures par jour, c'est dramatique. Donc bref, ça c'est encore un autre débat. Mais moi je pense que dans le fond, on avait à l'époque, alors c'est un peu, c'est jamais bon de faire ça sur un plateau télé, mais je vais dire ce que je pense. Et je pense que malheureusement ça fait partie, je pense, du fait que la nouvelle génération s'y intéresse moins. C'est que les ressources allouées, c'est-à-dire que les ressources de production, les ressources et l'ouverture d'esprit sur le produit final, sont réduits drastiquement. Donc vous avez moins accès à des talents, vous avez moins de moyens pour travailler et moins de liberté. Vous savez quoi, les gens, ils vont là où ils ont le plus de liberté, là où ils ont le plus de moyens pour travailler, et bizarrement c'est chez Pixar, bizarrement c'est dans le jeu vidéo, et c'est de moins en moins dans la publicité. Remarquez tous les jours que quand on est notre télé, on est quand même dans un tunnel, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, de merde. C'est-à-dire que c'est rempli de trucs très mauvais qui n'intéressent personne parce que c'est devenu de plus en plus contraint pour plein de façons au niveau de la législation, mais aussi par une étroitesse, si je puis dire, de l'ouverture d'esprit sur le produit final et des moyens loués qui sont moins importants. Et je pense que ça, malheureusement, et si on ne peut rien y faire, ça contribue au fait que les jeunes vont se reporter sur des métiers plus artistiques où ils ont plus de place, plus de liberté. Ça, j'en suis convaincu. Oui, puis c'est un peu un sacerdoce. Quand on commence dans la pub, on commence mal payé, à faire des horaires impossibles. Et c'est vrai que... Pourquoi faire ça si on a moins de perspectives ? Possible. C'est pas un mot de la fin très positif, mais non, on va quand même s'arrêter là-dessus parce qu'on est au bout. Merci à tous les deux d'être venus me voir. Benjamin Marchal et Faustin Clavry, co-directeur de la création de TBW à Paris. Et en agence cette semaine, on va parler d'agence média avec François Quérel, directeur de la rédaction de The Media Leader. Bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes l'organisateur du prix Agence Média de l'année qui récompense depuis 2014 les agences médias françaises. Bismart est partenaire de ce prix cette année. D'abord François, peut-être rappeler ce que c'est que The Media Leader aujourd'hui. Alors The Media Leader, c'est une nouvelle marque. C'est un média d'information B2B pour les professionnels des médias et de la publicité. Alors on nous connaît puisque avant on s'appelait Offre Média, 100% média. Offre Média est un média qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est très lu dans les agences médias, dans le milieu de la pub, des régies, des médias plus globalement. Nous, on est très stratégie média, alors ça tombe bien qu'on soit ici. Ouais. Voilà, on est un peu moins créa, j'ai vu la séquence d'avant. Nous, on est très orienté sur les investissements. C'est les annonceurs qui nous lisent. Donc, on édite une newsletter quotidienne qui est très lue, qui est gratuite, qui est envoyée tous les jours à minuit et quelques minutes. Voilà. Et puis, on a un site internet aussi qui est très lu. Alors, voilà, on va parler effectivement des gains de budget, de tous les investissements médias, stratégie médias, et puis tout ce monde des médias qui est hyper mondialisé de plus en plus, qu'on traite au quotidien, puisque la marque The Media Leader, désormais, est également présente en Angleterre et aux États-Unis. Et notre ambition, puisque Offre Média a été racheté il y a quelques années par un groupe qui s'appelle Adwanted Group, qui est un groupe qui propose des solutions logicielles pour le marché de la pub, c'est de faire un média international qui est fort sur son territoire, expert sur son territoire, mais qui également apporte de l'information internationale autour de ces sujets de la publicité. Donc le prix des agences médias de l'année, c'est quoi l'esprit ? Alors le prix des agences médias de l'année, d'abord c'est le seul qui récompense sur tout le marché français uniquement les agences médias, donc à la différence des agences créa, puisque nos confrères et concurrents, Stratégie, CB News, les autres, font plein de prix qui sont hyper intéressants, mais
C'est Plutôt souvent, créa. c'est souvent très Ouais, créa, ouais. parce que voilà, pour que les raisons qu'on connaît, il y a souvent plus de matière. Et nous, c'est le seul prix qui récompense uniquement les agences médias. Donc on va parler pas forcément du contenu, mais de la façon dont on investit dans les stratégies médias. Comment les annonceurs dépensent leur argent, sur quel touchpoint, sur quelle régie, sur quelle ad tech. Et voilà, on est le seul prix. Et l'idée, c'est de récompenser ces agences médias à travers des cas qu'ils nous présentent quelques mois avant. Voilà, ils candidatent. Il y a des catégories ? Tout à fait, il y a plein de catégories. Alors cette année, ça va être la 11e édition, donc on a un petit peu réformé pour s'adapter aussi au marché. On est de plus en plus influence, on est de plus en plus data. Il y a des prix comme le prix de l'influence, le prix de la performance, et on a le prix du brand content, de la data. On a également le prix de la stratégie. Et puis, on a voulu cette année, à la demande de l'UDECAM, qui est l'organisation professionnelle des agences médias, avec qui on est partenaire, avec qui on a travaillé aussi pour répondre aussi à ce qu'est aujourd'hui ce métier d'agence média. On a souhaité introduire des catégories RSE encore plus importantes, avec pour la première fois 2 catégories RSE. Un sur l'engagement environnemental, que ce soit de l'agence en elle-même, mais également dans sa façon de conseiller les annonceurs aussi dans les stratégies médias. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les annonceurs elles-mêmes, entreprises, donnent des exigences dans la façon dont elles exécutent leur stratégie média. Elles demandent aux régies, aux médias, d'avoir des engagements environnementaux en termes d'économie d'empreinte carbone, par exemple, dans les campagnes. Et ça concerne aussi la stratégie média. Et puis, il y a un prix de la diversité aussi, pour voir comment, aujourd'hui, que ce soit l'entreprise, agence média, on parlait tout à l'heure des talents, mais je pense que c'est le problème aussi pour les agences médias, c'est de recruter des talents. Donc, quel est le travail en tant que marque employeur? Quel est le travail aussi en tant qu'engagement pour la diversité, que ce soit la diversité de provenance, la diversité sociale, mais également, je ne sais pas, les initiatives autour du handicap. Donc voilà, il y a tous ces prix-là. Et puis, on a créé un nouveau prix cette année aussi. C'est un souhait de l'interprofession aussi. C'est celui du couple agence-annonceur. On voit que souvent, c'est une souffrance dans le milieu des agences et dans le milieu de la publicité quand il y a des appels d'offres, parce que pour des raisons économiques, l'annonceur souhaite relancer un appel d'offres. Et là, cette année, on a voulu valoriser le fait que depuis de nombreuses années, il y a des couples agences-annonceurs qui fonctionnent bien, des grands annonceurs, je ne vais pas les citer, parce que je vous donne rendez-vous pour la cérémonie, mais qui fonctionnent bien et qui marchent depuis des années. Et voilà. Donc voilà, entre autres, les prix. Et puis, de nos autres nouveautés cette année, un qui s'appelle le ou la média leader de l'année. Donc là, ça va être des personnalités d'agences médias qui vont être distinguées et récompensées. Donc ça va être une première. Le reste, ce sont les entreprises. Là, ça va être des personnes. Et puis cette année, on a voulu retourner aussi la chose. C'est que les agences médias vont voter pour la régie média de l'année. Donc c'est les membres de l'UDECAM. Et donc on a eu 25 candidats, 25 régies. Ça va de TF1, France TV, JC2Co, des adtech aussi qui ont candidaté, Azerion, etc. Et les agences médias vont voter pour la régie média avec laquelle elles ont les meilleures relations d'affaires. Et là, le prix sera remis pendant la soirée. Eh bien, on vous donne rendez-vous donc lundi et pour la cérémonie et puis la semaine prochaine dans Mark & Strat pour découvrir les lauréats. Merci François Quérel, directeur de la rédaction de The Media Leader. C'est la fin de cette émission. Merci bien évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay, mais évidemment en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. À la semaine prochaine.